Bonjour et merci d'être là pour notre deuxième podcast sur la prévention de crise à l'ère du digital. Et je suis très fière et heureuse d'accueillir pratiquement le plus grand influenceur francophone dans ce domaine de la gestion de crise, Olivier Simelière, qui est l'auteur du blog du communicant. Merci d'être là, Olivier. Bonjour Catherine. Je vais te laisser peut-être te présenter. Oui, alors plus grand peut-être sans doute par la taille, tu veux dire. Plus influent alors, je vais dire. On est quelques autres quand même à parler du sujet. Je suis actuellement donc le président fondateur d'un cabinet de consulting et de stratégie de communication qui s'appelle Heuristique Communication. Et sinon, j'ai une carrière à la fois de journaliste que j'ai exercé pendant les 4 premières années de ma vie comme journaliste print et radio. Donc de 0 à 4 ans alors. Voilà, de 0 à 4 ans. Puis j'ai quitté mon berceau et dans ces cas-là, j'ai choisi de rentrer dans les grandes entreprises où j'ai découvert la communication corporate dans divers secteurs, pharmacie, alimentaire, télécom, web. Et notamment, j'ai travaillé pour, alors je vais citer les noms les plus connus et les plus significatifs, Nestlé Waters, Ericsson, Google et plus récemment Ipsos. D'accord. Et tu as travaillé, je crois, d'ailleurs en Suisse et tu es assez présent aussi dans les médias suisses. Alors, j'ai pas travaillé physiquement en Suisse, mais j'ai eu à me rendre énormément en Suisse puisque j'ai été directeur de la communication internationale de Nestlé Waters, qui est une Global Business Unit qui reportait à Vevey, là où est le siège de la maison mère de Nestlé. Donc forcément, je suis assez familier de la Suisse francophone. Et le premier média à m'avoir interviewé lorsque j'ai lancé mon blog, eh bien effectivement, c'est la RTS. C'était à l'époque sur Wikileaks. D'accord. Et puis ça, je crois qu'on peut le retrouver sur ton site, non, cette interview-là? Oui, tout à fait. Il faudrait que je mette juste un peu à jour les dernières retombées, mais en tout cas, la toute première, elle est présente. D'accord. Donc en fait, donc ton site, on mettra les deux liens, le lien de ton blog et le lien de ton site web, du site de l'agence Heuristique. D'accord. Comme ça, les gens pourront aller voir ce que tu fais. Alors, donc aujourd'hui, on va parler bien évidemment de crise et on avait deux, trois sujets à aborder ensemble. La première chose, c'est revenir un tout petit peu brièvement sur l'affaire Volkswagen, parce que tu voulais en fait nous parler de ce que toi tu appelles le modèle systémique. Alors, explique-nous un peu ça. Oui, je ne vais pas refaire toute l'histoire de la crise, mais ce qui est survenu à Volkswagen est totalement symptomatique, emblématique de ce que j'appelle la systémique de crise. C'est-à-dire, ce sont 5 éléments que l'on observe toujours à l'œuvre lorsqu'une crise éclate. Alors ces 5 éléments, on les retrouve quel que soit le secteur, quel que soit l'acteur, avec bien sûr quelques petites différences parfois, mais ils sont les suivants. Le premier, c'est souvent l'arrogance du leader, un sentiment d'infaillibilité, et du coup, on est un petit peu déconnecté de la réalité, et ça, on retrouve vraiment ça dans l'affaire Volkswagen. Le deuxième élément, c'est une gouvernance managériale stricte, où la parole n'est pas forcément libre de s'exprimer à l'intérieur de la société. Et du coup, ça empêche des remontées d'informations qui auraient dû avoir lieu, et chez Volkswagen, ça a été le cas. Le troisième, lorsque les choses commencent à chauffer, que les premiers signaux faibles s'accumulent, c'est justement le déni de ces signaux. Et là, dans le cas Volkswagen, on en a eu plusieurs. Le premier étant d'ailleurs, dès 2007, l'équipementier Bosch qui avait fourni le fameux logiciel et qui avait indiqué à Volkswagen de surtout pas le mettre sur des modèles en série, auquel cas c'était illégal. Et puis après, lorsqu'on retrace la chronologie des événements, on s'aperçoit que dès 2011, il commençait déjà à y avoir des remontées et en interne. Puis en 2013, c'est l'ONG International Council on Clean Transportation qui a commencé à secouer le cocotier. Et en 2014, là cette fois-ci, Volkswagen était clairement au courant et niait totalement la réalité des faits.
Enfin, le quatrième pilier, c'est l'argument économique. Très souvent, les décisions économiques peuvent mener à une crise. Et là, ça a été le cas parce qu'il y avait une solution technique qui était possible d'installer sur les voitures pour réduire leurs émissions polluantes et ainsi respecter la loi américaine. Ça coûtait simplement 300 € de plus par véhicule. Et le choix à l'époque a été fait. Volkswagen était en pleine restructuration, et bien de passer outre et de ne pas ajouter ce surcoût. Voilà, en voulant faire une économie. Et puis le dernier point qu'on voit tout le temps à l'œuvre dans cette systémique de crise, c'est souvent l'incurie des décideurs politiques, parce que eux-mêmes, de toute manière, avaient une vision globale du sujet, même s'ils n'étaient pas forcément au courant de la triche en elle-même. D'abord, l'industrie automobile en Allemagne, c'est plus qu'une industrie, c'est un outil géopolitique. Le Land de Basse-Saxe est d'ailleurs détenteur de 20% du capital. Et puis Volkswagen, à Bruxelles, payait quand même l'équivalent de 43 lobbyistes à plein temps pour plaider la cause du diesel et orienter les textes de loi en tant que tels. Donc voilà, ces 5 éléments se sont assemblés, ont avancé petit à petit, comme des engrenages pour mener à la crise qu'on connaît tous maintenant depuis septembre. D'accord. Donc en fait, en réalité, on aurait pu prévenir cette crise et voilà, ils avaient tous les éléments pour et ils l'ont pas fait. Exactement. C'est vraiment, je dirais, c'est un petit peu comme quand vous êtes malade, vous ressentez les premiers symptômes et puis vous décidez d'évacuer, ça va bien. Et puis finalement, les choses s'aggravent et à un moment donné, vous vous retrouvez tellement malade que vous devez être hospitalisé. D'accord. Et donc, en fait, si on enchaîne sur le digital, pour montrer aussi d'autres exemples de ce fameux modèle, tu m'avais parlé du cas, ça c'est assez vieux déjà, mais quand même intéressant, le cas Nestlé KitKat avec Greenpeace et puis Shell aussi. Donc, qui étaient des cas plus, ce que toi tu dirais, qui étaient plus sur le digital, on va dire. Ils se sont... Alors le digital ne vient pas bouleverser les 5 fondamentaux de systémique de crise que j'ai expliqué à l'instant, simplement il les amplifie, clairement. Il donne tout de suite accès à une actualité donnée et la première grande crise digitale vraiment qui a marqué les esprits, il y a d'abord eu le fabricant de valises sécurisé Kryptonite et puis surtout ça a été le bad buzz en effet provoqué par Greenpeace contre KitKat de Nestlé, où à partir d'une vidéo virale qui luttait contre l'utilisation d'huile de palme en Indonésie dans les barres chocolatées, eh bien la réaction de Nestlé ayant été tellement mauvaise et tellement juridique, absolument pas dans le dialogue, que pendant 3 semaines, le géant suisse s'est fait massacrer sur les réseaux sociaux. Donc ils ont fini par trouver une issue. Mais ils ont payé cher. Ça, c'était en quelle année ça fait 2010. Quand même. D'accord. Donc, est-ce que aujourd'hui, tu aurais des exemples justement de marques, d'événements de crises récentes ou qui ont été bien, freinés, qui ont été bien managés, qui ont, des bonnes réactions en fait, parce que là, on parle de crises qui n'ont pas bien été. Oui. Gérées. Est-ce que tu as des exemples de crises qui ont été bien gérées et comment ils ont fait? Oui, alors il y a un exemple très intéressant, une marque qui je pense est connue en Suisse aussi, Bonduelle. C'est une marque qui commercialise des légumes notamment, soit sous forme préparée, soit sous forme simple, congelée et en boîte de conserve. Et il y a quelques mois, ils se sont fait attaquer par un petit site, un blog d'information végétarien, végétalien, vegan, comme quoi dans certains plats de légumes Bonduelle, il y avait des éléments alimentaires pour donner du goût qui étaient issus de viande animale. Ils ont activé un buzz vraiment très important. Ils ont été repris par un deuxième site qui lui était la communauté halal, parce que bien sûr s'indignait de savoir qu'il y avait de la viande de porc. Et là, Bonduelle a eu tout de suite une bonne réaction. D'abord parce que c'est une marque qui opérait déjà depuis un moment une veille sur les réseaux sociaux, qui écoutait les conversations. Et ils ont immédiatement répondu à ceux qui les interpellaient,
en leur disant ok, on a bien compris, ce que nous faisons n'est absolument pas illégal, c'est toléré par les règlements alimentaires, mais on va mettre un avertissement sur nos packaging, donc on s'engage à changer. Et en plus, ils l'ont fait connaître largement, ils ont publié des informations sur leur page Facebook. Et du coup, la polémique est retombée assez vite. Et ça a fait... Combien de temps est-ce que ça leur a pris pour répondre du moment où il y a eu cette histoire sur le web et les réseaux sociaux? Ça s'est joué en à peine 24 heures. D'accord. Alors il y a eu un rebond après médiatique. C'est Le Parisien, qui est un quotidien national français qui est extrêmement lu dans les rédactions. Et puis c'était lors d'un week-end de l'Ascension, donc ils sont encore plus à l'affût de l'info. Mais idem, Bonduelle a tout de suite bien réagi et finalement ça a été l'espace de quelques heures et on voit que après la trace médiatique est retombée comme un soufflet. Incroyable, d'accord, magnifique. J'aimerais aussi parler de l'importance de la com interne quand on est dans des cas de communication de crise. Et il y avait un exemple très intéressant avec la SNCF et la catastrophe ferroviaire de Brétigny. Oui, il y a deux cas en fait pour la SNCF qui montrent que l'interne a joué activement son rôle. La SNCF, il faut savoir que c'est une société alors qui est extrêmement à la fois aimée, décriée en France à cause de ses grèves, de ses retards, de plein de choses, mais en même temps c'est un peu le patrimoine national. Mais c'est une société qui a osé dès 2008 installer une plateforme justement sociale en ligne pour dialoguer avec ses usagers et écouter leurs doléances. Donc déjà il y a une culture qui s'était installée. Et lorsque la catastrophe de Brétigny est arrivée, donc c'est... peut-être rappeler ce qui s'est passé. Oui, c'est un train qui a déraillé en gare de Brétigny, donc au sud de Paris, et qui a provoqué la mort de 7 personnes et puis plusieurs dizaines de blessés. Et l'enquête a montré que... Pardon ? C'était en quelle année ça ? C'était, alors de mémoire, en 2014. D'accord, ouais. Donc ça a été un grand choc parce que c'était l'une des plus grandes catastrophes ferroviaires depuis déjà maintenant 30 ans. La dernière, ça avait été à Gare de Lyon avec une 40aine de morts. Donc tout de suite les médias sont arrivés, bien sûr les réseaux sociaux se sont activés et grâce à cette politique déjà proactive de la SNCF qui a tout de suite envoyé les éléments d'information qu'elle avait à disposition, non seulement bien sûr des journalistes, des médias, des spécialistes, mais aussi de ses employés qui sont présents sur les réseaux sociaux, les éléments ont pu être connus tout de suite. Et du coup, ça a permis d'estomper en partie la crise, parce que la crise était réelle, il y avait des morts, il y avait des victimes, donc ça c'est de toute façon indéniable. Mais en revanche, il n'y a pas eu cette espèce d'hystérisation qu'on peut voir parfois lorsqu'une entreprise se braque et ne dit rien. Et ça, on l'a revu lorsque le Canard a enchaîné a sorti une blague sur la SNCF disant qu'ils avaient acheté des trains trop larges pour pouvoir passer dans certaines gares et que ça obligeait à raboter certains quais. Tout de suite, des blogueurs de cheminots, donc de conducteurs de machines, ont expliqué que de toute manière, les quais sont en permanence aménagés parce que le matériel avec les années évolue, soit il est plus haut, soit il est plus large, et que tout ça avait été parfaitement anticipé et que c'était pas une blague. Donc on voit bien le poids de l'interne dans la défense de la réputation d'une entreprise. Donc en fait ici c'est un exemple, c'est un excellent exemple, disons pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on peut se demander mais comment est-ce qu'on va faire nous pour notre marque ou notre entreprise de pouvoir essayer de prévenir une crise, c'est difficile, mais essayer qu'elle se passe le moins mal possible, on va dire. En fait on voit dans l'exemple SNCF que eux, avec cette activité qu'ils avaient depuis 2008, ils ont créé une communauté de pas forcément que d'influenceurs, mais de gens qui travaillent avec eux, de partenaires, etc., qui, eux, avaient déjà appris à être actifs sur les réseaux sociaux ou par des blogs, et qui, justement, en cas de crise, tout d'un coup, se manifestaient pour prendre la défense de la SNCF. Et en fait, c'est vraiment construire sa réputation pendant plusieurs mois, voire des années, pour que si une crise arrive, il y ait assez de gens qui soutiennent la marque, en fait. Hein. On peut dire comme ça ? Tout à fait. Alors, pour autant, ça signifie pas tenir par la main les gens. Il faut leur laisser une certaine liberté.
même s'il y a après généralement une petite charte des bons usages à faire connaître parce que une erreur peut survenir et là du coup l'effet recherché est inverse à celui que l'on vise. Mais après, il faut faire confiance aux gens, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dupliquer ou copier-coller des contenus que la direction de l'entreprise aurait donnés pour que ça soit viralisé au maximum. Il faut laisser la spontanéité de ces ambassadeurs, qu'ils soient internes ou à la périphérie de l'entreprise, et puis conserver le dialogue, montrer, avoir une volonté vraiment de transparence, d'explication, de répondre même aux choses critiques. Et si ce lien de confiance effectivement existe, en cas de crise, fatalement, il servira d'amortisseur. Il effacera probablement pas tout, mais il servira incontestablement d'amortisseur. D'accord, donc vraiment en amont, préparer, c'est ce qu'on appelle vraiment, non seulement à l'interne, mais aussi, comme tu as dit, en périphérie, avoir des relations avec les influenceurs déjà avant, enfin, si possible, avant une crise. D'accord. C'est clairement ça. D'accord. Donc le dernier point qu'on voulait soulever ensemble aujourd'hui, c'était l'histoire de sites de notation comme Glassdoor. Donc ça, je te laisse peut-être nous expliquer ce qui s'est passé. Il y a des jeunes, c'est un site. Explique-nous ce que c'est. Alors Glassdoor, c'est un site qui est assez peu connu encore en Europe. Il vient de faire ses premiers pas à la fin de l'année, fin 2014, en France, en Allemagne et en Angleterre. Mais au départ, il a été créé aux États-Unis il y a 5-6 ans. C'est au départ ce qu'on appelle un job board, c'est-à-dire simplement un site d'offres d'emploi dans différents secteurs, dans différentes entreprises. Mais l'idée de ses créateurs, c'était de corréler une offre d'emploi avec une fiche entreprise sur laquelle des employés actuels de l'entreprise concernée ou ex-employés, mais avec un maximum de 3 ans d'ancienneté, ayant quitté depuis 3 ans l'entreprise, peuvent déposer tout un tas d'annotations sur la qualité du management, des rémunérations, la considération portée au personnel, les perspectives de carrière. Il y a pas mal d'items sur lesquels on peut s'exprimer. C'est modéré par une équipe de Glassdoor pour éviter qu'on tombe aussi dans le bashing systématique. Et à partir de là, les gens qui choisissent de répondre à une annonce peuvent avoir accès à d'autres informations justement émanant de l'interne et avoir ainsi un peu une meilleure vue de ce que pourrait être leur futur cadre de travail. Ce qu'on n'a pas toujours lorsqu'on cherche un nouveau travail, on a généralement le point de vue du chasseur de tête, éventuellement des gens de l'entreprise que vous rencontrez. Vous n'avez pas toujours une connaissance qui connaît le secteur. Là, ça permet d'élargir la vision. Et c'est quelque chose qui, alors, commence à se généraliser. En France, il y a déjà 15 000 avis qui ont été déposés, donc c'est pas neutre. Et ce qui était très intéressant d'observer, c'est que contrairement aux idées reçues, où on se dit à chaque fois il n'y a que les gens les plus en colère qui vont s'exprimer, eh bien même, je me souviens notamment les banques qui n'ont pas forcément une super réputation en France, même pour leur interne, la Société Générale et la BNP Paribas étaient super bien notées par les salariés. Comme quoi, on a vraiment tout à gagner à avoir des salariés motivés, à avoir un bon climat de travail. Maintenant, comment est-ce que, du coup, c'est comme tous les autres sites de notation en ligne, mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que ce ne soient pas des gens qui soient payés pour mettre ces avis, en fait? Alors là, tu pointes un problème effectivement crucial, puisqu'on le voit bien dans l'industrie du tourisme ou dans le secteur hôtelier, que même si TripAdvisor ou Booking.com essaient de faire le ménage, il y a toujours des petits malins qui parviennent à contourner et créer des vrais faux profils qui soit mettent des commentaires ultra négatifs ou à l'inverse ultra positifs. Glassdoor, sans nul doute, aura affronté ce genre de choses. Mais il mise justement sur le nombre assez important, assez représentatif de personnes pour avoir justement une tendance. Alors l'idée c'est pas d'être forcément précis millimètre, mais c'est de donner une tendance. Mais c'est un piège clairement, en tout cas, sur lequel l'entreprise devra être vigilante. D'accord. Donc si donc on est les gens qui nous écoutent sont des entreprises suisses par exemple et qu'elles veulent
on va dire, écouter, monitorer Glassdoor. Donc il faut aller sur le site parce que je pense pas que ça sera trouvé sur Google ou bien est-ce que c'est trouvé sur Google? Oh, si, c'est bien référencé. Et l'entreprise elle-même, et ça fait partie du modèle, du business model justement de Glassdoor, l'entreprise elle-même peut disposer justement d'un espace qui devient justement conversationnel et qui permet aussi de faire valoir la voix de l'entreprise. D'accord, donc ça veut dire que quand on fait de la veille, on va trouver ça sur Google, mais que ça vaut aussi la peine d'aller sur le site et surtout de s'inscrire, on va dire officiellement, parce que ça permet aussi de répondre peut-être à des commentaires négatifs ou enfin voilà d'être présent, quoi, de pas se laisser détruire sans réagir. Exactement, c'est exactement d'ailleurs le même type de service que la plateforme de pétition en ligne Change.org propose désormais aux entreprises. Elles ont un profil particulier et ainsi elles peuvent répondre spécifiquement à une pétition qui les concerne en particulier et montrer ainsi à la communauté qu'elles ont bien pris en main la question soulevée et qu'elles entendent y apporter une solution. D'accord. Alors, dernière question avant qu'on doive se quitter. Donc, je sais que tout le monde fait de la communication de crise, d'accord? Quand on fait de la veille pour voir ce que font les gens dans ce domaine, alors tout le monde fait de la communication de crise, très peu font de la prévention de crise. Qu'est-ce que ce serait pour toi, très rapidement, parce que c'est encore tout un autre une émission ça, mais en 3 ou 5 points, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prévenir, ou pas prévenir, mais disons diminuer les risques d'une crise sur le web? Il y a la première chose, c'est justement écouter, veiller, et alors c'est peut-être le paradoxe aujourd'hui parce qu'on regarde souvent le digital comme un activateur, amplificateur de crise qui fait peur, mais paradoxalement on n'a jamais eu autant à disposition de données, de conversations, d'opinions mises en ligne spontanément par des personnes et qui nous permettent de repérer peut-être encore plus rapidement de potentiels signaux faibles de crise. Donc s'il y a déjà une chose à mettre, c'est vraiment ça. La deuxième chose, c'est d'accepter, et là c'est plus dur parce que ça touche souvent à la culture de l'entreprise elle-même et parfois des top managers, c'est d'accepter de ne plus avoir le total contrôle, mais de faire régulièrement des simulations, de se mettre en situation de tension fictive pour démystifier certaines choses déjà, apprendre à mieux gérer son stress, corriger ce qui doit être corrigé. Et je dis toujours la meilleure gestion de crise, c'est celle qu'on a évitée. Alors effectivement, on la voit pas, on l'entend pas dans les médias, mais c'est probablement le meilleur résultat qu'on puisse avoir. Oui, tout à fait, absolument. Écoute, je te remercie, c'était très très intéressant. On en voudrait plus et d'ailleurs on va sûrement refaire un podcast avec toi parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire. Donc, je rappelle que tu as l'un des blogs les plus influents sur le sujet, donc qui s'appelle le blog du communicant, où on mettra le lien en dessous, et que tu es le fondateur et directeur de l'agence Heuristique, basée à Paris. Et on va mettre toutes ces informations en bas et puis on mettra aussi ton Twitter et la page Facebook, etc. pour que les gens puissent te trouver. Je te remercie 1000 fois et à très très bientôt. Ok, ça marche, à bientôt. Ciao.